En 1860, 600 hommes se sont rassemblés sous un bloc entier de bâtiments commerciaux dans la ville de Chicago. Ils se sont positionnés méticuleusement dans une pénombre étouffante, sous des boutiques, des bureaux, des imprimeries florissantes et un grand établissement bancaire. Au-dessus de leur tête reposaient 35 000 tonnes de briques, de pierres massives et de fer forgé. Il s'agissait de 4 et 5 étages de bâtiments entièrement occupés, s'étendant sur une façade ininterrompue de plus de 90 mètres le long de la rue Lake. À l'intérieur de ces bâtiments, la vie suivait son cours avec une normalité presque terrifiante. Les clients examinaient les marchandises sur les comptoirs, les employés de bureau classaient des montagnes de paperasse, les propriétaires d'entreprises comptaient nerveusement leurs inventaires journaliers. Et sous leurs pieds, dans l'obscurité moite des fondations, ces 600 hommes ont commencé à tourner 6000 vérins mécaniques dans une synchronisation parfaite, absolue, inhumaine. Pendant 5 jours consécutifs, la rue entière, ce bloc massif de civilisation urbaine, s'est élevé de près d'1,5 mètre dans les airs. Pas une seule vitre ne s'est fissurée. Pas un seul mur porteur n'a dévié d'1 millimètre de son axe central. Les personnes qui se trouvaient à l'intérieur ont à peine remarqué que le sol même sur lequel elles marchaient était en train d'être arraché à la terre. Ceci n'est pas une légende urbaine, ceci est rigoureusement documenté. C'est célébré dans les manuels d'ingénierie moderne et dans les chroniques officielles de la ville comme l'une des plus grandes réalisations de l'ingéniosité américaine. Et, d'une certaine manière, le fait qu'il n'essaie même pas de le cacher le rend encore plus étrange, encore plus profondément troublant que s'il l'avait gardé sous le sceau du secret d'État. Je ne cherchais pas ça quand j'ai commencé cette enquête. Je cataloguais quelque chose de beaucoup plus mondain, quelque chose que vous avez probablement vu des centaines de fois sans y prêter attention. Des exemples de premiers étages enterrés. Je cherchais l'origine de ces étranges fenêtres de sous-sol qui se trouvent exactement au niveau des trottoirs dans les villes anciennes du monde entier. Vous savez, ces anomalies architecturales que beaucoup de chercheurs indépendants considèrent comme la preuve d'événements catastrophiques d'enfouissement. Je m'attendais à trouver des démentis officiels, des explications bureaucratiques ennuyeuses sur des choix esthétiques de l'époque victorienne, des rejets hautains de la part du monde académique. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'exact opposé. J'ai trouvé une ville entière qui admettait, avec des détails extraordinaires et une fierté presque vantarde, s'être délibérément enterrée elle-même. Ils n'ont pas caché ce qu'ils ont fait. Ils l'ont consigné dans des registres publics, ils l'ont publié en première page des journaux de l'époque. Ils ont même vendu des billets pour que le public vienne s'asseoir et regarder le spectacle de la Terre avalant le premier niveau de leur métropole. Avant de plonger plus profondément dans les documents qui prouvent cette aberration, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de partager ces archives avec ceux qui sont prêts à écouter et de me dire dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez ceci ou quelle ville vous êtes vous-même en train d'enquêter. L'histoire officielle qu'on nous a servie est un bouclier, une barrière de papier construite pour empêcher les questions gênantes, et nous sommes ici pour la démanteler pièce par pièce. Document par document. La véritable question que nous devrions nous poser n'est pas de savoir si Chicago a été soulevé dans les airs. C'est un fait historique indéniable, photographié et archivé. La question est de savoir si l'explication officielle qu'on nous a donnée explique réellement quoi que ce soit. La narration bureaucratique commence, comme c'est souvent le cas pour les grands bouleversements, par une crise sanitaire. Une épidémie. En 1854, le choléra a balayé Chicago avec une violence inouïe, anéantissant 6% de la population totale en un seul été dévastateur. La ville était prétendument construite à peine 1 mètre au-dessus du niveau du lac Michigan, reposant sur un marécage d'argile visqueuse qui refusait obstinément de drainer l'eau. Les rues se transformaient régulièrement en rivières de boue noire si profondes qu'elles avalaient, selon les rapports d'époque, des chiens, des chariots entiers et même de jeunes enfants. L'eau stagnante s'accumulait à chaque intersection,
se transformant en un bouillon de culture parfait pour les maladies infectieuses. Les résidents plaisantaient avec un humour sombre, en disant que lorsque l'on ouvrait le robinet de la cuisine, de petits poissons en sortaient, les eaux usées n'avaient nulle part où aller, car le terrain était prétendument trop plat. Alors, elles stagnaient dans les rues et s'infiltraient lentement, inexorablement, dans les réserves d'eau potable. Et les gens continuaient de mourir, année après année, saison après saison. L'histoire officielle déclare pompeusement que quelque chose devait changer et que ce changement miracle est arrivé en 1855, lorsque la municipalité a engagé un ingénieur nommé Ellis Sylvester Chesbrough. Ce nom est crucial. Chesbrough avait conçu le système d'adduction d'eau de la ville de Boston et est arrivé à Chicago avec des recommandations élogieuses. Cependant, absolument rien dans son parcours, rien dans son curriculum vitae ou ses expériences passées ne suggérait qu'il était sur le point de tenter une prouesse frôlant l'impossible physique. Le plan de Chesbrough était d'une élégance trompeuse en théorie et reléguait de la pure folie furieuse en pratique. Il a proposé de construire le nouveau système d'égouts au-dessus du niveau du sol plutôt que de creuser. L'idée était de poser les canalisations directement sur les rues de boue existantes, puis de soulever littéralement toute la ville pour venir recouvrir ces tuyaux. Chaque rue devrait être surélevée d'1 à 4 mètres, et chaque bâtiment, de la plus modeste échoppe en bois aux immenses hôtels en briques et en pierre, devrait suivre ce même mouvement ascendant. Le premier bâtiment en maçonnerie lourde à s'élever vers le ciel l'a fait en janvier 1858. Il s'agissait d'une structure en briques de 4 étages située à l'angle des rues Randolph et Dearborn. Il mesurait plus de 21 mètres de long et pesait un nombre impressionnant de 750 tonnes. Les ouvriers ont placé 200 vérins mécaniques sous ces fondations de pierre. Et, sur une période de plusieurs jours, ont soulevé l'ensemble du bâtiment à près de 2 mètres dans les airs. Les journaux de l'époque rapportaient avec un étonnement palpable que la structure s'était élevée sans la moindre blessure pour les ouvriers, ni le moindre dommage architectural. Ce n'était que le premier de plus de 50 grands bâtiments en maçonnerie à être soulevé cette même année. À l'automne, ils ne soulevaient plus des bâtiments isolés, mais des rangées entières de bâtiments en briques s'étendant sur plus de 30 mètres. Au printemps suivant, ils ont encore doublé cette longueur. Les entrepreneurs qui ont rendu ce miracle d'ingénierie possible sont devenus des célébrités locales du jour au lendemain. James Brown est arrivé de Boston, où il avait soi-disant déplacé des bâtiments pour la construction de canaux. Il s'est associé à l'ingénieur de Chicago James Hollingsworth, et ensemble, ils sont devenus les souleveurs de bâtiments les plus occupés et les plus riches de la métropole. Mais il y a un nom spécifique dans ces registres historiques qui retient mon attention et qui devrait retenir la vôtre: George Pullman. Oui, ce Pullman. L'homme qui allait plus tard construire les célèbres wagons-lits qui ont révolutionné les voyages ferroviaires à l'échelle mondiale. L'homme qui allait construire une ville d'entreprise entière, strictement contrôlée, pour ses ouvriers, une ville où il possédait chaque maison, chaque magasin, chaque parcelle d'existence de ses employés. L'homme qui refuserait ensuite de baisser les loyers de ces mêmes ouvriers pendant une dépression économique brutale, déclenchant ainsi l'un des conflits du travail les plus violents et les plus sanglants de l'histoire des États-Unis. L'homme dont le corps, à sa mort, a dû être enfermé dans une fosse doublée de béton armé et croisée de rails d'acier, parce que ses propres ouvriers le haïssaient à tel point que sa famille craignait sincèrement qu'il ne déterre son cadavre, pour le profaner. Ce même George Pullman a commencé la construction de son empire de contrôle absolu et de richesse démesurée en soulevant des bâtiments à Chicago. Pullman est arrivé dans la ville en 1857 et a très rapidement prouvé sa valeur aux décideurs locaux. Son premier grand contrat a été la Matheson House, un immense et fastueux hôtel en briques qu'il a élevé d'1,5 mètre en moins d'1 mois. Ensuite, ce fut la Briggs House, puis son partenariat stratégique dans le projet massif de la rue Lake, et puis la consécration, le joyau de la couronne de cette entreprise insensée. En 1861,
Pullman et ses associés ont soulevé la Tremont House. Il s'agissait d'un hôtel de luxe massif de 6 étages, couvrant plus d'1 acre de terrain. C'était l'un des bâtiments les plus grands, les plus lourds et les plus opulents de tout Chicago. Il était rempli de clients fortunés, de politiciens, dont plusieurs VIP de l'époque et un sénateur des États-Unis en exercice. 500 hommes ont opéré 5000 vérins mécaniques depuis des tranchées couvertes stratégiquement situées sous la structure colossale. L'hôtel s'est élevé de près de 2 mètres sans un seul incident fâcheux. La grande majorité des clients qui y séjournaient n'avaient pas la moindre idée de ce qui se tramait sous leur lit. Un client a rapporté plus tard, avec une confusion totale, avoir remarqué que les marches de l'entrée principale semblaient devenir plus raides chaque jour. Lorsqu'il a finalement réglé sa note et quitté les lieux, les fenêtres du hall d'accueil, qui étaient au niveau de ses yeux, à son arrivée, flottèrent désormais à plusieurs mètres au-dessus de sa tête. L'ampleur de ce qui s'est produit ensuite dans cette ville défie toute description causale ou rationnelle. Les bâtiments n'ont pas seulement été soulevés, ils ont été physiquement déplacés d'un endroit à un autre. Des structures entières en bois, parfois des rangées complètes, étaient placées sur des rouleaux géants et promenées à travers les artères de la ville pour faire place à de nouvelles constructions de maçonnerie massive. Un voyageur de l'époque, David McRae, a laissé un journal écrit dans lequel il affirmait qu'il ne se passait pas un seul jour pendant son séjour à Chicago sans qu'il ne croise une ou plusieurs maisons en train de changer d'adresse. Un jour, il a croisé 9 bâtiments en mouvement simultané. Les tramways, tirés par des chevaux, devaient s'arrêter 2 fois sur la rue Great Madison, simplement pour laisser des maisons traverser la chaussée. Et cela n'était pas traité dans les chroniques comme un événement extraordinaire. C'était considéré comme le trafic habituel de la ville. Je repense sans cesse à la synchronisation extrême requise pour accomplir une telle tâche. 6000 vérins mécaniques sous un seul pâté de maisons commerciales. 600 hommes les tournant exactement en même temps, dans l'obscurité, dans une coordination si parfaite qu'elle frôle la fiction scientifique. Si une seule section du bâtiment s'élevait plus vite qu'une autre, ne serait-ce que d'une fraction de pouce, la maçonnerie se fissurerait irrémédiablement. Si le tempo de levage échouait, les murs porteurs s'effondreraient de manière catastrophique, écrasant les ouvriers en dessous et tuant les clients au-dessus. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans une ville qui n'avait été officiellement incorporée que 30 ans plus tôt, qui était passée d'un comptoir de 50 habitants à une métropole de plus de 100 000 âmes en une seule génération chaotique, ils ont perfectionné cette technologie presque immédiatement. La technique d'élévation des villes est apparue sur la scène de l'histoire complètement formée et a fonctionné sans faille dès la première tentative. L'histoire officielle dit que c'est une preuve éclatante du triomphe de l'ingénierie et de la résilience face aux problèmes sanitaires. Mais les mathématiques disent autre chose. La logistique raconte une toute autre histoire. Cela soulève une question profondément inconfortable à laquelle les archives institutionnelles n'ont pas de réponse satisfaisante. D'où provenait soudainement ce savoir-faire et cette précision millimétrique? On nous dit que George Pullman a appris son métier de son père, qui avait déplacé quelques modestes entrepôts le long du canal Erie à l'aide de vérins et d'un appareil breveté de sa propre conception. Donc, oui, la technologie de base existait théoriquement. Mais l'échelle vue à Chicago était sans aucun précédent dans toute l'histoire de l'humanité connue. Rien dans les archives historiques ou documentaires n'explique comment ils sont passés du déplacement de cabanes en bois au levage de pâtés de maisons entiers, occupés par des milliers de personnes, faits de maçonnerie et de fer, sans la moindre période d'essai et d'erreur, sans échec documenté, sans courbe d'apprentissage. La compétence est simplement apparue au moment exact où la bureaucratie en avait besoin pour redessiner la topographie de la ville. Et puis, tout a brûlé. Le 8 octobre 1871, le grand incendie de Chicago commence vers 21h, prétendument dans une modeste grange de la rue de Coven. Au cours des 2 jours suivants, ce véritable enfer détruit 17 450 bâtiments sur une superficie de près de 9 km². 300 personnes périssent tragiquement.
100 000 citoyens se retrouvent sans abri en quelques heures. Le quartier commercial entier, qui venait tout juste d'être soulevé dans les airs, à grands frais et au prix d'efforts monumentaux, est complètement et absolument rayé de la carte. Les flammes dévorent le bois, font éclater la pierre, font fondre le fer. Et c'est là que le récit officiel subit une fracture logique impossible à réparer. Parce que cette même nuit, à l'heure exacte, à plus de 300 km au nord, à Peshtigo, dans le Wisconsin, un autre incendie colossal s'allume. Celui-ci brûle 1,2 million d'acres de terres forestières et agricoles, emportant entre 1200 et 2500 vies, devenant ainsi le feu de forêt le plus meurtrier de l'histoire documentée des États-Unis. Le bilan exact des morts ne sera jamais connu car, par une coïncidence frappante, tous les registres locaux et les recensements ont été réduits en cendres fumantes. Cette même nuit exacte, la ville de Port Huron dans le Michigan brûle. Holland dans le Michigan brûle. Manistee dans le Michigan brûle. Ce sont 5 incendies urbains et forestiers massifs, catastrophiques et anéantissants qui éclatent indépendamment à travers 3 États différents lors d'une seule et même soirée d'octobre. L'explication officielle et rassurante est la météorologie. On nous dit qu'une longue sécheresse avait laissé la région dangereusement sèche et que des vents puissants du sud-ouest ont attisé les flammes causées par des pratiques de défrichage imprudentes. Ils affirment que ces incendies n'étaient que des coïncidences tragiques, un alignement fatal du climat et de l'architecture en bois. Mais la spéculation sur ces départs de feu simultanés a commencé presque immédiatement et ne s'est jamais complètement arrêtée. Dès 1883, des chercheurs ont proposé la théorie selon laquelle des fragments de la comète de Biela auraient pas pu s'abattre sur l'atmosphère et déclencher les incendies depuis le ciel. Des témoins oculaires terrifiés ont rapporté qu'il pleuvait du feu et ont décrit des flammes d'une couleur bleue intense, un signe de combustion chimique anormale. Le comportement du feu a été décrit dans les rapports de l'époque comme générant ses propres conditions météorologiques, des tornades de feu et des vents ouraganés capables de soulever des adultes du sol. En 2004, l'American Institute of Aeronautics and Astronautics a publié un document académique sérieux réexaminant cette théorie de l'impact cométaire. Pourtant, la position officielle, immuable des institutions, reste la même. C'était juste une coïncidence due au vent sec. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma qui se répète avec une précision troublante. Car ce que nous savons avec une certitude absolue, ce n'est pas comment les incendies ont commencé, mais ce qui a été exactement perdu à jamais cette nuit-là. Les registres historiques de Chicago datant d'avant l'incendie ont brûlé. Les majestueux bâtiments qui avaient été soulevés avec tant de mystère ont brûlé. La documentation physique indiquant qui avait vécu dans ces bâtiments, qui possédait réellement la terre, et surtout ce qui avait été enfoui en dessous lors de la surélévation, a brûlé jusqu'aux fondations. La ville a été reconstruite à une vitesse vertigineuse, cette fois avec des codes d'incendie stricts exigeants de la maçonnerie. Le vieux Chicago, celui qui avait été soulevé dans les airs et qui cachait un niveau inférieur désormais transformé en sous-sol obscur, a été entièrement remplacé. En l'espace de 20 ans, la population a explosé de 300 000 à plus d'1 million d'habitants. La prouesse de la ville surélevée est devenue une simple note de bas de page dans les manuels, une curiosité technique, une anecdote amusante pour les visites guidées. Mais cet effacement systématique ne s'est pas limité à brûler du bois et de la pierre. Il s'est étendu au papier. Il s'est étendu à la mémoire institutionnelle des personnes mêmes qui ont vécu cette époque de transition radicale. Et c'est là qu'intervient le recensement américain de 1890, le dernier clou dans le cercueil de la mémoire historique de cette nation. Le recensement de 1890 n'était pas un simple comptage de têtes. C'était le document démographique le plus spécial, le plus détaillé et le plus exhaustif jamais créé dans la période post-guerre civile. Ce fut le premier recensement à utiliser la tabulation électrique, marquant la naissance du traitement de données moderne.
Ce fut le premier à documenter les familles sur des formulaires individuels complets plutôt que sur de longues listes de registres. Il a capturé la nation au moment exact où ces villes surélevées et réaménagées étaient en train de s'achever, à l'instant précis où la génération qui se souvenait du monde d'avant était encore en vie pour répondre aux questions des agents du gouvernement. Il enregistrait l'origine exacte, le statut d'immigration, le parcours de naturalisation, les propriétés foncières, le service militaire et les liens familiaux complexes de près de 63 millions de personnes. Il s'agissait de l'inventaire complet d'un monde en transition. Le 10 janvier 1921, un incendie très opportun a éclaté dans le sous-sol du bâtiment du département du commerce, à Washington, D.C. Et je veux que vous prêtiez une attention toute particulière à la logistique absurde de cet accident. Les précieux registres du recensement de 1890 étaient empilés sur des étagères en bois de pin, juste à l'extérieur de la grande chambre forte, ignifuge. Les registres des autres décennies, ceux de 1830, 1840, 1880, 1900 et le tout récent 1910, étaient tous stockés en toute sécurité à l'intérieur de la chambre forte. Seuls les volumes inestimables de 1890 se trouvaient à l'extérieur, posés à côté d'un atelier de menuiserie rempli de sciures et de copeaux de bois, directement sur le chemin des flammes et des lances à eau des pompiers. 25% des registres de 1890 ont été immédiatement détruits par le feu. Un autre 50% a subi de graves dégâts causés par l'eau et la fumée épaisse. L'enquête bureaucratique qui a suivi n'a jamais, au grand jamais, déterminé de cause définitive à ce désastre. Les documents endommagés, qui contenaient encore les noms et l'histoire de millions de personnes parfaitement lisibles, ont été laissés pourrir dans un entrepôt pendant 12 longues années. Pendant cette décennie de négligence délibérée, les historiens, les sociétés généalogiques nationales et les organisations civiques ont supplié le gouvernement, envoyé des pétitions désespérées et organisé des protestations formelles contre toute rumeur de destruction des archives restantes. Le gouvernement a systématiquement et publiquement nié qu'un tel plan existait. Et puis, dans le silence feutré des couloirs de la bureaucratie, en février 1933, le Congrès a tranquillement autorisé la destruction totale et définitive de ces registres. Un jour avant cette autorisation de destruction, le 22 février 1933, le président Herbert Hoover posait solennellement la première pierre du tout nouveau bâtiment des Archives nationales. Réfléchissez bien à cette chronologie. Les registres qui auraient documenté la population des États-Unis pendant l'ère des villes soulevées, des premiers étages enterrés et des incendies simultanés ont été détruits par décret légal juste avant l'ouverture de l'institution même destinée à les protéger pour l'éternité. La destruction de la mémoire n'était pas un accident, c'était un processus législatif. C'est là que le macro-événement rejoint l'histoire personnelle de millions de gens aujourd'hui. Si vous avez déjà essayé de retracer votre propre arbre généalogique aux États-Unis, vous savez probablement de quoi je parle. Vous naviguez facilement dans les registres de 1940, 1920, 1900. Et puis, vous frappez un mur de briques absolues. Le mur de 1870 puis 1890. Une période entière où les noms s'évaporent, où les connexions familiales se dissolvent dans le vide bureaucratique. Pour des millions de personnes, en particulier les descendants de l'immigration massive ou les populations marginalisées, la preuve même de l'existence de leurs arrière-grands-parents a été incinérée puis légalement effacée. Un citoyen ordinaire dont la famille est arrivée dans les années 1880 et s'est installé dans les rues basses de Chicago ou de Seattle s'est retrouvé sans passé. Sa ville a été enterrée sous de nouveaux trottoirs, sa maison d'origine est devenue une cave aveugle et son nom a été brûlé dans un sous-sol de Washington. Ce n'est pas seulement de la perte d'information, c'est l'amputation chirurgicale des racines d'une population entière. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de vérifier. Cherchez les registres d'élévation de Seattle en 1889. Cherchez le système de prismes de verre incrusté que la municipalité a dû placer sur les nouveaux trottoirs en béton pour laisser filtrer un peu de lumière vers les commerces qui se sont soudainement retrouvés engloutis, sous terre,
devenue une véritable ville souterraine scellée par la suite, sous prétexte de peste bubonique. Deux grandes métropoles, frappées par le feu, appliquant la même solution urbaine, financièrement et logistiquement incompréhensible. Toutes deux ont surélevé leurs rues, toutes deux ont transformé leur rez-de-chaussée d'origine en cryptes souterraines, toutes deux ont vu leurs archives pré-catastrophe partir en fumée, et dans les deux cas, l'histoire officielle nous tape sur l'épaule en souriant et nous dit que ce fut un triomphe du progrès et de l'ingénierie moderne. Je veux être extrêmement clair. Je n'avance pas ici une théorie du complot enfantine avec des méchants de dessins animés qui complotent dans des pièces enfumées. Je pointe du doigt l'ingénierie froide et systémique d'une bureaucratie implacable. Une architecture institutionnelle qui profite d'une anomalie pour remodeler la réalité. Chicago soulève ses immenses bâtiments en maçonnerie en utilisant une technologie titanesque qui sort de nulle part. De multiples villes sont réduites en cendres la même nuit exacte dans 3 États différents, effaçant l'ancienne architecture et les actes de propriété. Le recensement fédéral massif qui documentait la génération ayant vécu cette époque de transition est négligemment laissé en dehors d'une chambre forte, endommagée, abandonnée à la moisissure pendant 12 ans, puis détruit légalement par le Congrès au moment exact où les archives nationales voient le jour. Et partout dans le monde, au cours de cette même fenêtre temporelle, des villes se retrouvent avec des rez-de-chaussée mystérieusement ensevelis et des fenêtres de sous-sol s'ouvrant au ras des pavés, soi-disant à cause de travaux de voirie mineurs et non reliés entre eux. Chaque question officielle que nous posons nous mène à une autre question sans réponse, et les réponses de la machine étatique tournent toujours en rond autour des mêmes excuses usées. C'était une coïncidence? C'était une tragédie inévitable? Les dossiers ont été perdus dans un transfert administratif? Tout cela n'est que le résultat du génie de l'ingénierie moderne résolvant des problèmes d'assainissement. Mais considérez un instant l'énormité de ce qu'on nous demande d'avaler les yeux fermés. On nous demande de croire qu'une ville pionnière faite de boue et de planches, vieille d'à peine 30 ans, a développé comme par magie l'expertise logistique monumentale pour soulever des pâtés de maisons entiers pesant des dizaines de milliers de tonnes, sans aucun essai ou échec significatif. On nous demande d'accepter que 5 catastrophes incendiaires apocalyptiques se sont déclenchées de manière totalement indépendante, dans 3 États différents, la même nuit, par le plus grand des hasards. Que le seul et unique recensement capable d'identifier la population exacte durant cette refonte architecturale a été entreposé à côté d'un tas de sciures hautement inflammables par un simple oubli. L'architecture du contrôle institutionnel et de l'effacement suit toujours le même manuel d'instruction. Ils identifient une crise ou la laissent se produire. Ils appliquent une solution structurelle qui modifie le paysage pour toujours. Ils laissent le feu consumer la piste papier et ils construisent une toute nouvelle narration immaculée sur les cendres encore chaudes. L'ancien monde n'a pas disparu lentement et paisiblement au fil des siècles d'usure naturelle. Il a été démoli, soulevé, enfoui, incinéré et réécrit à la plume bureaucratique dans un espace de temps ne dépassant pas 50 ans. Je n'arrive pas à m'enlever de l'esprit l'image vertigineuse de ces 600 hommes sous le bloc de Chicago, tournant leurs vérins à vis dans un unisson silencieux et parfait, tandis que les acheteurs examinaient des tissus et de l'argenterie au-dessus d'eux, totalement inconscients de la terre qui s'éloignait sous leurs bottes. Je pense à George Pullman et à la direction qu'il a prise après avoir orchestré ce prodige. La construction d'empires ferroviaires, la création de villes où il possédait les maisons, les magasins et l'église de ses employés, accumulant un pouvoir absolu, des richesses écrasantes et une influence politique colossale. Je continue de voir ces fenêtres de sous-sol au niveau de la rue, à Londres, à Paris, à Seattle, à Saint-Pétersbourg. Ces fenêtres qui n'ont strictement aucun sens architectural ou logique, jusqu'à ce que vous vous autorisiez à imaginer ce qu'il y a vraiment en dessous. À quelle immense structure ces niveaux appartenaient réellement avant que l'élévation du sol ne soit décrétée par l'élite.
Chicago n'a pas été soulevé de 3 mètres uniquement pour installer des tuyaux d'égout en fonte. Il y avait quelque chose là, quelque chose qui appartenait au niveau d'origine, et ce quelque chose a été délibérément enterré en dessous. Et quelle que soit l'infrastructure, la conception architecturale ou la preuve historique qui reposait dans ces niveaux inférieurs, les institutions étatiques et les puissances financières ont travaillé avec une méthode glaçante pour s'assurer que nous ne la trouvions jamais. Qu'y avait-il là, juste avant le grand levage? Qu'est-ce qui a disparu d'autre lorsque le niveau du sol de notre réalité a été modifié pour toujours? Et combien d'autres villes de par le monde marchent aujourd'hui au-dessus de leur propre histoire scellée, croyant naïvement que le sol sur lequel elles évoluent a toujours été à cette hauteur? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne laissez pas cette information mourir. Partagez ce récit. Diffusez ces archives avant que l'algorithme ne décide mystérieusement qu'il s'agit d'une information obsolète ou trop inconfortable pour circuler. Laissez dans les commentaires le nom de votre ville. Sortez de chez vous, allez vous promener dans les rues du centre historique, regardez de près les fondations en pierre des bâtiments les plus anciens de votre quartier et demandez-vous pourquoi de magnifiques doubles portes d'entrée sont aujourd'hui devenues des fenêtres de cave grillagées au niveau de vos chevilles. Qui a décidé du nouveau niveau 0 de notre monde? Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'oublier.